Je suis très contente d'être parmi vous pour ces 360 possibles. On va passer une petite heure ensemble. Je pense que l'idée, c'est de vous montrer des projets, mais avec un angle un peu particulier. L'angle d'essayer d'articuler comment en fait le design peut aussi englober une pratique plus large aujourd'hui, et aussi l'idée de voir comment j'essaie à travers chaque projet d'instaurer des nouvelles logiques. Voilà. La présentation s'appelle Design et pragmatisme, parce que ce soit quand j'interviens pour une entreprise, puisque je suis de formation designer industriel, ou que ce soit l'idée d'intervenir dans un village, dans un contexte particulier, l'idée c'est tout de suite d'arriver à voir en fait assez rapidement le contexte, de voir en fait sur quoi je vais pouvoir m'appuyer pour créer une méthodologie particulière et faire avancer le projet. Voilà, donc j'ai pour habitude de montrer un petit peu que mon travail est assez diversifié. Et c'est pas moi qui l'ai voulu, on est venu me chercher pour faire des choses très différentes. Donc il y a une partie du travail qui va être d'être au-delà des codes, une autre qui va être de faire des structures pour faire des choses. Il y a une partie aussi qui est plus autour de l'idée de réfléchir entre comment on arrive aujourd'hui à faire une symbiose entre le naturel et l'artificiel. Et puis il y a une partie plus expérimentale ici qui va me permettre en fait de créer des hypothèses, un peu comme d'autres professions vont générer des hypothèses, les matérialiser et regarder pour pouvoir en fait se donner des points de repère et pouvoir évoluer. Je vais commencer avec un projet qui est assez simple, parce que comme je suis designer industriel, je me suis dit je vais commencer avec de l'objet, après on va être plus dans l'espace, dans des projets peut-être plus larges. Et donc j'ai été invitée par la manufacture de Sèvres. Alors j'aime bien aussi quelque part parler de ces manufactures, parce que c'est une exception française. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, et on se dit aujourd'hui, mais quel sens ça fait de garder ces manufactures. Il y a eu beaucoup de débats à propos de Notre-Dame, justement, et je trouvais que moi, c'était intéressant, justement, de collaborer et de voir comment une démarche design peut s'insérer dans un cadre qui est un peu plus artisanal, en fait, moins industriel. Quand je suis arrivée, en fait, à les manufactures, j'ai souhaité regarder ce qu'il y avait dans les archives. Et en fait, il y a énormément de choses qui ont déjà été faites. Et en étant femme et en étant aussi designer qui ne s'est pas positionné sur l'idée de faire de l'esthétisme, des formes pures, je voulais trouver un autre système d'intervention dans ces manufactures. Et donc, j'ai regardé ces archives et je me suis dit, je ne vais pas créer ma forme en disant ça va être la forme Nathalie Crasset qui va compléter en fait les formes qui sont déjà dans les archives et sur les rayonnages. Mais je veux faire au contraire un système qui me permet de fonctionner un peu différemment. Et cette façon de fonctionner, ça a été de reprendre en fait le pourtour de tout ce qui existe, que vous voyez là, des objets, des contenants, et de venir les recréer en 3D. Donc je m'approprie un petit peu les formes qui existent, et puis quelque part je vais m'amuser à les faire correspondre. Donc je vais prendre un contenant par exemple qui date par exemple du XVIIIe siècle, et puis je vais le faire se rencontrer avec un autre contenant qui lui est plus contemporain, et ça a donné comme ça assez facilement, on va dire, avec cette méthodologie un peu bizarre, une collection que j'ai appelée les CAP, et qui vient en quelque sorte revisiter ce qu'il y a dans les archives et pas l'idée de créer justement des moules, puisque les moules sont déjà existants, on les utilise, on les revisite et on leur donne en fait un sens un peu différent, tout en montrant bien sûr, puisque ça c'est l'enjeu aussi, les savoir-faire. Il y a à peu près 15 personnes à chaque fois qui interviennent sur les pièces, donc on garde cette complexité de création. Alors je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, le soleil arrivant, mais l'idée justement c'était de jouer avec toute une panoplie de couleurs, et on voit que ces pièces ont un caractère, on va dire, contemporain.
On en voit plusieurs et on voit que j'utilise en fait des contenants qui sont différents en m'amusant à les retournant, quelquefois, en m'amusant à les découper. Et voilà, bien sûr, en profitant de toute leur capacité à travailler sur les finitions. Et alors la première idée, justement, c'était de ne pas trop arriver avec un projet très compliqué, vous voyez, qui soit très difficile à mettre en place, mais petit à petit, leur demander aussi d'imaginer, eux, s'ils avaient des propositions à faire sur des volumes qu'ils connaissaient, puisque c'est eux qui les font sortir de leur au quotidien. Et voilà, donc ça a donné une extension de la gamme. On était parti pour faire quelques pièces et puis on en est à la 3e collection de 12 pièces. Certaines pièces sont faites en petites séries et d'autres sont des pièces uniques. Et voilà, et petit à petit, l'idée a été aussi de dire, ben voilà, le projet est simple, est-ce qu'on peut encore montrer un peu plus votre savoir-faire et de leur dire, voilà, donc je leur ai proposé, est-ce qu'on peut à un moment donné perforer pour aller un peu plus dans l'idée de ces capes, hein, donc de simuler comme ça une couture et de montrer encore plus le savoir-faire de Sèvres autour de pièces. Donc on est en train de continuer cette collaboration. Et ça, ce sont justement les pièces qui sont éditées en plusieurs exemplaires, qui sont des pièces où vous reconnaissez la couleur en fait typique bleu profond de Sèvres, avec un petit peu de doré. Donc ces pièces-là, on peut les trouver en plusieurs exemplaires, mais sinon les autres sont des pièces uniques. On va passer à une autre partie de la France. On va aller à Dijon. J'espère que certains d'entre vous connaissent le Consortium, qui est un nouveau musée qui a été fait depuis pas mal de temps. Et il se trouve que le Consortium est aussi a créé il y a très longtemps une maison d'édition qui s'appelle Les Presses du Réel, qui défend avec force le monde artistique en général, qui est une petite maison d'édition indépendante. Et il se trouve que pour montrer en fait ce savoir-faire, ils avaient envie d'un lieu, et notamment une librairie, pour montrer toutes les éditions qu'ils ont pu faire paraître depuis un certain nombre d'années. Alors aujourd'hui, je me suis posé la question de dire est-ce que ça fait sens encore de faire une librairie avec l'arrivée du numérique, les habitudes de chacun de plus en plus d'aller en fait chercher ses livres, surtout quand c'est des livres d'art un peu pointus via Amazon, etc. Et puis je me suis donc pour commencer à réfléchir sur ce projet-là, je me suis remémorée d'un film, et là notamment c'est le livre qui avait servi en fait à Truffaut à faire ce film que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Fahrenheit 451, et c'était une bonne entrée en matière, puisqu'en fait on entre dans un pays où en fait on n'a plus le droit de lire, hein. Donc qu'est-ce que ça veut dire de plus avoir de livres? Qu'est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, en fait, les livres disparaissent? Les pompiers qui ont pour rôle normalement de venir nous aider à arrêter le feu, là, ont pour fonction de venir brûler systématiquement tous les livres. Et j'ai trouvé ça assez beau, parce qu'en fait, en allant quelquefois dans les extrêmes en termes de système de pensée, ben, ça nous redonne en fait l'importance des livres et l'importance de trouver des façons de présenter ces livres et des interactions avec ces livres, et notamment pour ce musée d'art contemporain. Dans ce film de Truffaut, il y avait un passage où on voyait le monorail. Je pense que vous connaissez ce monorail. Et voilà. Et c'est juste pour montrer que quelquefois les méthodes de création ont aussi cette part de hasard. Et je me suis dit voilà, ça en fait c'est exactement ce que je veux faire. Je veux pas de structure pesante. Le livre, c'est pas quelque chose. Je veux pas d'étagères, vous voyez, des bibliothèques qui vont fermer l'espace, qui vont empêcher de le bouger. Je veux rester dans une espèce de mobilité et de possibilité d'organiser l'espace différemment. Et donc, voilà, donc ça, c'est toujours l'extrait
Alors c'est un projet bien sûr qui a réellement existé, comme vous le savez. Je ne sais pas si vous voyez bien du coup avec le soleil, oui. Donc on a en fait bien ce rond en fait qui va supporter, comme vous le voyez ici, les contenants qui contiennent les livres qu'on peut regarder à l'intérieur et à l'extérieur. Et après on a ces tables qui permettent de poser en fait un peu les nouveautés et on va pouvoir bouger en fait ces contenants pour passer, puisque l'idée aussi, et ça c'était dans le cahier des charges, c'était l'idée de pouvoir se réunir au centre, ajouter certaines chaises et pouvoir faire un peu, le cahier des charges était de faire un peu apostrophe, c'est-à-dire retrouver aussi une façon très critique en fait de parler des livres et voilà, et donc c'était un peu ma façon d'entrevoir les choses avec l'idée aussi de cet apport coloriel que vous voyez peut-être un peu mal, mais qui, la couleur étant toujours très présente dans mes projets, puisque je considère que la couleur, c'est la vie, et que si on a peur d'utiliser de la couleur, c'est qu'on a peur de vivre. Et là, en l'occurrence, je pense que c'est intéressant d'injecter de la couleur. Donc tout est en métal, comme vous le voyez. Je ne vais pas préciser sur le... Voilà. Et on voit, comme on le voit ici, voilà, les éléments qui se bougent et qui laissent de la flexibilité à l'ensemble. C'est assez simple à construire, comme vous le voyez, les formes sont assez simples, mais la typologie, c'est-à-dire la façon d'organiser l'espace, est complètement singulière. On va partir un petit peu à l'étranger, en Slovénie. Là, on est dans un contexte un peu particulier. C'est un musée de design et d'architecture qui fait un festival et qui demande à des créateurs de venir présenter des projets. Ce qui est très, très intéressant et ce que les musées se doivent de faire de plus en plus, justement, c'est de bien sûr faire des expositions dans leurs murs, mais aussi d'aller faire des projets à l'extérieur et d'être aussi des acteurs du territoire. Et donc, ce musée l'a bien compris. C'est un des premiers... pays, la Slovénie, qui a créé en fait d'ailleurs un festival pour montrer le design, donc ça c'est intéressant. Et donc je suis invitée à faire un projet qui s'appelle Occupying Wood. Donc je dois présenter ma démarche en fait dans le musée, mais je me dois d'aller faire un projet aussi dans un tout petit village, enfin une petite ville plutôt qui s'appelle Kočeria. Qui est en fait la particularité d'être une ville qui a beaucoup vécu du bois, de la transformation du bois, et puis toutes les industries ont petit à petit disparu, ce qui fait que la population, la communauté est complètement déconnectée maintenant de ce bois, puisqu'elle n'est plus l'élément principal, ce n'est plus l'élément principal qui leur permet de vivre. Voilà, donc le processus était assez intéressant puisque l'idée c'est d'aller bien sûr, encore une fois, aller sur place, essayer de se rendre compte des spécificités, rencontrer les gens, rencontrer tous les acteurs, que ce soit par exemple la directrice qui s'occupe de l'école des menuisiers justement, et voilà, de faire un peu un inventaire sur qu'est-ce que représentait cette pratique, ces métiers. Et comment aujourd'hui, il n'est pas question de faire ressurgir quelque chose qui n'existe plus, une industrie, mais de parler simplement de la relation des personnes qui vivent dans cette ville avec le bois. Alors, ils étaient très connus, en fait, dans cette région. Et on voit ici qu'ils avaient un mode de fabrication de cuillères, d'objets en bois. Et des personnes partaient dans l'Europe entière en portant ces fabrications et en allant les colporter en fait, de porte en porte. Et alors je m'inspire là encore d'une autre histoire, qui est l'histoire des golems, qui est en fait le personnage qui protège la communauté juive. Et je me dis, je vais faire en fait en quelque sorte un protecteur de cette communauté qui va venir habiter ou en tout cas séjourner dans la forêt. Et vous voyez ici à quoi ressemble mon petit protecteur. Et en fait, on voit ici qu'en allant justement visiter les habitants de cette petite ville, j'ai remarqué souvent il y avait un énorme poêle, qui est un poêle qui est fait en céramique, qui prend beaucoup de place dans l'espace central et qui a des configurations complètement différentes, puisque vous le voyez, il va servir en fait à la fois à chauffer, mais il va servir, on peut s'y asseoir, on peut sécher le linge, et donc en général en fonction des faces, vous voyez, on a différentes fonctions. Donc c'est un objet qui est très très
particulier. On le retrouve aussi un petit peu en Alsace et dans d'autres pays, bien sûr. Et je trouvais que c'était peut-être la bonne idée, en fait, de dire je vais partir de cet objet que tout le monde connaît, je vais me l'approprier et en fait, je vais proposer quelque chose qui, normalement, est à l'intérieur, chez les gens, et je vais le proposer à l'extérieur. Voilà, là, c'est un petit peu comment j'ai montré, en fait, le projet à l'intérieur du musée, puisque l'idée, c'était de montrer un petit peu notre démarche, en faisant, en fait, un point de rencontre, comme ça, où je montre les différentes étapes, et je montre, justement, toutes les études qui ont été faites sur la ville, la rencontre avec les habitants, etc., et ce dispositif a en fait été créé par ces jeunes menuisiers à l'école, donc aussi pour leur dire que certes, il y a peut-être moins de mobilier à faire et que leur avenir est un peu compromis, mais en même temps qu'il y a plein de possibilités, comme par exemple faire de la scéno. Et donc c'était une façon pour moi de travailler, de les faire travailler ensemble en fait sur ces thématiques-là, et qu'ils viennent aussi à Ljubljana regarder le musée et voir qu'il y a d'autres applications et que la menuiserie, en quelque sorte, peut aller aussi prendre ces directions-là. Et voilà à quoi ressemble l'objet. Donc c'est un banc, comme vous le voyez, mais un banc qui va chauffer. On est dans un cadre où en fait il va faire un peu froid en automne, au printemps. Et donc, on va pouvoir séjourner un peu plus dans le bois. Bien sûr, j'ai placé le bois près d'une école aussi. Donc, on va avoir tout un tas de possibilités, de personnes qui vont occuper cette partie. Vous voyez, ça ressemble un petit peu à un personnage, qui est un petit robot qui est venu se poser. Je le construis. Alors ça, c'est un peu toutes les possibilités, c'est en anglais, pardon, d'utilisateurs. Il y en a beaucoup, en fait, de différents dans une forêt. Et voilà comment il vient, en fait, se positionner dans l'espace. On le découvre en venant, bien sûr, se promener. Et en fait, la particularité de ce poêle, c'est que, bien sûr, il a été construit par quelqu'un du pays, la céramique, il suffit juste de la cuire un peu plus pour qu'elle soit résistante aux températures extérieures. Donc je collabore avec une petite structure locale. C'est un couple en fait, la femme faisant la céramique et le mari installant la chose. Voilà. Et sur l'épaule, en fait, on a la possibilité de réchauffer un thé, par exemple, de cuire de l'eau. Et dans la tête, on a la possibilité aussi de cuire du pain. Voilà comment, petit à petit, en partant d'un projet qui part d'un musée, voilà, l'idée d'occuper en fait l'espace, occuper la forêt, on arrive à un projet qui va être pérenne. Et j'ai oublié de dire que normalement, ce sont des interventions qui ne sont pas pérennes, qui durent juste le temps du festival. Et là, l'idée, c'était justement de faire une structure pérenne et pour qu'ils puissent exister. Et ces deux personnes se sont portées en fait un peu les protecteurs du projet. Puisqu'en fait, c'est un projet qui demande aussi une certaine organisation, c'est-à-dire que les gardes de la forêt ont aussi pour mission de récolter en fait du bois, vous voyez, pour l'alimenter, etc. Donc toute une organisation, une micro-organisation, c'est pas très compliqué, est à mettre en place pour faire en sorte que ça puisse perdurer. Et ces deux personnes sont des promeneurs et ils ont décidé qu'ils allaient s'occuper plus particulièrement du projet. Voilà, un autre projet en France cette fois-ci, le MUMO, le musée mobile. Donc là, l'idée, c'est l'enjeu de la culture en fait dans des territoires qui sont dépourvus de culture. On appelle ça les zones blanches. Donc comment en fait en France on a certaines zones qui sont plus défavorisées que d'autres, vous le savez. Peut-être pas ici parce qu'il y a beaucoup d'organisations, il y a beaucoup de lieux culturels. Mais moi, je viens de l'Est de la France, et notamment de la Champagne-Ardenne, et je peux vous dire qu'il n'y a vraiment que 2 lieux qui défendent vraiment le contemporain sur ce territoire. Et donc, Ingrid Brochard est une personne privée. Elle a décidé de créer une structure qui va, en fait, et ce n'est pas n'importe quelle structure, ça doit être très facile en fait, à être utilisé, une structure qui va aller à la rencontre, justement, dans les villages des enfants, puisque le projet est d'abord dédié aux enfants, et les enfants, après, amènent les parents. Alors, comment ça marche? L'idée, c'était de prendre, bien sûr, un camion existant. C'est un gros camion, mais l'idée, c'était vraiment de le changer complètement, puisqu'on a
Alors, il y avait tout un système thermique en fait pour pouvoir y inviter des œuvres d'art à privilégier. Et donc, je ne sais pas si on le voit mieux, donc c'est un gros camion. Et en fait, quand il roule, il est bien sûr à plat. Et dès qu'il va arriver sur place, on va avoir un tiroir de chaque côté qui va s'ouvrir. Et je vais utiliser en fait la force hydraulique du camion pour déployer, vous voyez, ces portes de chaque côté. On n'a plus que cette partie-là à monter pour faire le toit. Parce que je voulais, plus qu'une espèce de white cube qui se dirigerait de village en village, je voulais proposer un lieu qui soit d'abord un lieu de convivialité, un peu à l'image d'un petit... un peu à l'image d'une fête foraine qui arrive ou d'un petit cirque. L'idée, c'était d'avoir déjà la possibilité de se poser tout autour du lieu et après de pouvoir entrer, voir ce qui s'y passe à l'intérieur. Donc d'un côté, on va s'asseoir avec ses tables et ses bancs. Et de l'autre, on va le voir, de l'autre, on a la même structure, mais cette fois-ci, on va exposer le résultat des animations, parce qu'il y a vraiment un volet médiation qui est très important dans ce projet. Alors, on vient présenter ce que font les enfants, et les parents viennent découvrir en fait ce qui s'y joue. À l'intérieur, on est vraiment dans un espace où l'idée c'était plutôt de faire un petit cabinet de curiosité, comme vous voyez. L'idée c'est de montrer plein d'œuvres différentes pour que les enfants puissent avoir plein d'accès et trouver quelque sorte des pièces qui sont plus proches de leurs intérêts. J'ai oublié d'expliquer l'essentiel. En fait, ce lieu fonctionne en allant en fait, se nourrir des fonds des FRAC. Comme vous le savez, chaque région collectionne de l'art contemporain. Et ces FRAC organisent elles-mêmes des expositions, mais il y a beaucoup d'œuvres qui ne sont jamais vues. Donc l'idée, c'est d'aller en fonction du déplacement du camion, puisqu'il se déplace de région en région. Aller regarder justement, aller demander aux curateurs des FRAC d'organiser des expos qui vont cette fois-ci voyager. On voit que l'idée, c'est majoritairement d'avoir des présentations sur les murs et d'avoir aussi des choses qui sont plus en 3D au centre. Il y a tout un volet de médiation, comme je l'ai expliqué, avec un petit système. Il y a une autre partie au fond du camion qui est plus dans l'idée de s'asseoir un peu comme un petit auditorium pour regarder en fait des films d'artistes. On le voit ici, vous voyez. Et après, c'est aménagé, bien sûr, de façon très différente en fonction de l'exposition qui est montrée. Voilà. On va partir un petit peu à Singapour, où là, l'idée, c'était vraiment une demande d'un musée national qui, en fait, a fait une exposition sur les aires de jeu. Et l'idée, c'était d'accueillir, en fait, les familles. Alors, il faut savoir qu'à Singapour, il y a peu de Singapouriens qui vont directement dans les musées. Comme ça, c'est une pratique qui est en train d'être établie. C'est pas un automatisme. Et donc, c'est plutôt souvent, on voit souvent dans ces musées plutôt des Européens ou des gens qui visitent, en fait, Singapour. Et donc, l'idée, c'était de proposer en fait une structure, alors, je ne sais pas si on la voit bien, assez simple, mais somme toute, mais qui permettent en fait aux enfants de se poser au centre et aux parents autour, en prenant référence de cet arbre, en fait, qui a plusieurs étages. Et je donne en fait un peu la même idée avec des liens et je vais permettre de travailler sur un jeu optique en faisant en sorte qu'on tourne, vous voyez, avec cette manivelle ici, le centre, et ça va déformer. Et en regardant comme ça au plafond, on a un jeu, une composition qui se déforme et qui crée un jeu optique, tout simplement. Donc un lieu de bienvenue, un lieu juste dans le centre du musée avant de rentrer en fait dans le musée. Alors Sherwood, là encore on est dans une petite ville. Je pense que certains d'entre vous connaissent Négropolis. Il y a en fait un centre d'art qui est un peu qui est assez particulier puisqu'en fait c'est un centre d'art qui est lié au culinaire. C'est pour ça qu'il s'appelle la cuisine. Et à la suite de la création de cette cuisine, il y a plusieurs designers, artistes qui sont invités à participer, à faire des projets là aussi dans la ville.
Il m'est proposé, là encore, de travailler dans la forêt. Et le principe est assez simple. On fait d'abord une exposition dans la médiathèque. Alors, cette petite forêt, en fait, elle est autour de pavillons. Il y a un EHPAD qui est tout près, mais bizarrement, il n'y a personne qui profite vraiment de cette forêt. Donc, quelle logique on peut mettre en place pour que d'un seul coup, on utilise cet espace vert? C'est un peu la question qui m'est posée. Et donc c'est une forêt qui est constituée de pins. C'est pas des hêtres, c'est pas des chênes, mais nonobstant, c'est quand même du végétal. Et donc le premier projet, c'est en fait de montrer son projet. La première étape, pardon, c'est de se montrer son projet dans la médiathèque. Donc je rebaptise en fait en quelque sorte le bois. Je l'appelle Sherwood. Vous allez comprendre un peu plus après. Et je mets en place dans la médiathèque en fait un dispositif qui va proposer de construire ensemble un rucher dans la forêt. Et donc dans cette première exposition, je fais en fait un schéma comme ça pour expliquer qu'on peut intervenir de différentes façons. Soit on a envie d'aider à la création des ruches, si on sait bricoler, si on a envie de bricoler et faire du bois. Soit on va participer à la création en créant en fait les protections, puisque ce rucher va être en interaction en fait avec des écoles, bien sûr. Soit on participe à la création de plantations, mais de plantes melléifères, et bien sûr les paysagistes et les personnes qui s'occupent du végétal dans la ville sont invitées aussi à le faire. La médiathèque, quant à elle, elle va sortir tous les livres et tous les éléments qui sont liés en fait à l'apiculture. Et puis la cuisine, quant à elle, va s'occuper de la transformation du miel. Le principe est assez simple. Le miel ne sera jamais séparé, donc il ne va pas exister sous forme d'un petit pot comme on connaît actuellement, parce que ça, c'est un contenant individuel. L'idée, c'est de garder le miel dans un grand contenant et d'organiser tout au cours de l'année des rencontres et de déguster le miel transformé de différentes façons. On a aussi l'idée de créer en fait des cours en fait pour apprendre à devenir apiculteur, parce qu'il y a beaucoup de demandes aussi. Et on va aussi aller récupérer les essaims chez les gens, puisque les pompiers les font de plus en plus difficile de demander aux pompiers de le faire. Je crois que, en tout cas dans cette ville, ils le font plus, donc ça permet de récupérer les essaims. Voilà un peu la constitution du projet d'origine. Et pour faire en sorte que les personnes qui visitent l'expo, c'est le premier contact avec le projet, s'inscrivent. En fait, je crée cette petite touffe qui ressemble en fait avec ces bâtons, et chacun va venir choisir en fonction de la couleur dont je vous ai parlé tout à l'heure, comment il a envie de s'impliquer et de participer au projet. Il va écrire son nom. Et voilà, et le projet peut commencer. Donc ça, c'est la première étape. Comment l'exposition qui présente le projet peut servir aussi à injecter et à faire en sorte qu'on ait envie de participer. Et puis, c'est Francis, en fait, qui s'occupe de... lui est apiculteur, c'est lui qui s'occupe et qui dirige l'association. L'association s'appelle Pollen, et le projet peut commencer. La réalisation, en fait, de ce rucher collectif. Voilà comment il a été présenté au départ. Alors, ce n'est pas moi qui ai fait la signalétique, hein, c'est une signalétique de Rudy Borg qui a fait les présentations générales dans toute la ville. Et puis, voilà, donc le rucher se présente sous forme d'un cratère. Là, c'est vraiment quand il est sorti de terre. Donc, on a un certain nombre de structures comme ça qui vont en fait être couvertes petit à petit de végétal. On a juste une entrée. 2 entrées de chaque côté qui laissent en fait la possibilité d'y entrer, puisque l'idée c'est aussi de pouvoir se promener et de pas forcément tomber nez à nez avec les abeilles. Voilà, on voit les ruches, et puis on voit petit à petit comment la liaison est faite avec des classes qui sont partenaires en fait du projet et qui vont venir assez régulièrement voir comment le projet évolue et participer. Puis juste à côté, je crée une petite structure qui va servir par exemple à différentes choses, par exemple à distribuer les plantes melléifères aux voisins pour qu'on puisse avoir un peu plus de fleurs aux alentours, ou simplement comme ici dans une partie du
pour le vernissage. Voilà, donc c'est aussi l'idée où c'est un endroit où moitié de la classe va pouvoir se poser pendant que l'autre moitié de la classe va être à l'intérieur du rucher. Une structure pour faire, là encore, plein de choses différentes. Voilà, ça c'était l'image de fin. Voilà. Alors là, je vais venir sur un projet de plus longue haleine, qui est la rénovation d'une école qui est à Trébedans, dans les Côtes-d'Armor, pas très loin d'ici. Donc je suis venue très souvent dans cette région. Trébedans, on est ici, donc c'est une petite ville où il n'y a plus de commerce. On a l'impression qu'il y a un café comme ça, mais là, il n'y a même plus de commerce. Donc le seul élément, on va dire, fédérateur et qui crée le lien social, c'est la petite école qui est au centre. Il y a 360 habitants dans cette commune. Voilà l'école. Et en fait, on voit que l'école, elle est constituée en fait avec un bâtiment comme assez classique. La façon de construire les écoles à cette époque, c'était vraiment de faire en sorte que les fenêtres soient bien hautes pour garder la concentration des enfants. Alors pourquoi je suis en fait arrivée dans ce contexte, c'est qu'on a à la tête de cette école à la fois une directrice, mais aussi deux instituteurs, institutrices en l'occurrence, qui sont qui font un boulot incroyable. Elles sont arrivées depuis une dizaine d'années et c'est elles qui petit à petit ont recréé le lien dans le village. Donc ce village n'a pas grand-chose pour lui, mais il a au moins cette école qui est dans le centre et qui tient les liens. Donc elle a grandi petit à petit avec un premier corps, une extension sur le côté, une autre extension sur le côté. Et voilà la vie en fait de l'école, le préau qui est assez sordide, les institutrices qui sont, donc, comme je vous l'ai dit, formidables, qui font un boulot énorme avec une pédagogie active très intéressante en faisant sortir justement beaucoup les enfants à l'extérieur. Et en fait, dans un premier temps, je suis arrivée pour en fait magnifier un travail de recherche des sources qu'ils ont fait à l'extérieur. Et l'idée, c'était de trouver un moyen de formaliser tout ça. Puis petit à petit, grâce à un projet de la Fondation de France qui s'appelle les Nouveaux Commanditaires. L'idée a été de dire maintenant arrêtons de tourner autour du pot. L'important c'est d'arriver à rénover l'école alors que le village n'a pas les moyens de rénover l'école. Alors qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Soit les institutrices se plaignent, et là en l'occurrence il y a une classe qui se fait dans cet Algeco. L'Algeco est là depuis 20 ans, il pleut dedans, il fait très froid l'hiver. Ça existe en France. Moi, je ne savais pas que ça puisse exister tel quel, mais les institutrices font un tel boulot que en fait, les enfants, certains parents préfèrent mettre leurs enfants dans cette école plutôt qu'à côté, alors que les bâtiments sont dans de meilleures conditions. Et donc, l'idée a été de dire, voilà, grâce à la Fondation de France et à ce programme des Nouveaux Commanditaires qui permet à un groupe d'habitants de se fédérer, de se rassembler, de se réunir et de faire une commande à un artiste. L'idée a été de rénover l'école, voilà, petit à petit. Alors, comment la rénovation a été faite? L'intention, c'était de recréer à la place d'Algeco qui était là, en fait, une nouvelle école, en recréant aussi un préau, et de faire cette salle de partage qui est, comme vous le voyez, intentionnellement à la fois dans le village et à la fois sur le terrain de l'école. Et donc ce bâtiment qui lui est construit complètement, donc 2 bâtiments nouveaux et 3 bâtiments gardés, ces bâtiments-là étant des bâtiments qui servent à l'administration, l'idée était de redonner un autre fonctionnement à l'école, avec l'idée de créer un cœur d'école, comme vous le voyez là. Et on le retrouve ici avec les classes qui sont dans le C, le D et le E, et de quelque part ouvrir aussi la partie B, qui est en fait la bibliothèque. Donc l'ouvrir sur le village, bien sûr, les enfants peuvent aller à la bibliothèque, c'est la moindre des choses, mais en même temps, ça devient un outil aussi pour l'ensemble du village. Et enfin, cet espace partagé qui va servir de cantine, qui va servir de motricité quand les enfants sont à l'école, mais qui va servir, bien sûr, pour les associations et pour bien d'autres usages dans le reste du temps.
J'accompagne en fait ce geste, enfin c'est pas un geste architectural justement, parce que comme vous le voyez, l'idée de ces nouveaux volumes, c'était vraiment l'idée de dire je fais une table, parce qu'il n'y a rien de mieux pour les enfants que de jouer sous la table, et en même temps j'essaie de créer des lieux qui sont passifs, en ouvrant complètement la lumière, enfin en ouvrant complètement les façades à l'ouest, au sud et à l'est, et en fermant le nord. Et comme ça, j'arrive à avoir aussi une architecture qui est très ouverte, puisque l'idée, c'est de dire qu'au contraire, dans ce village, les enfants, le village, c'est leur plateforme de développement, et pas de les enfermer en fait dans l'école. J'y associe en fait ces structures que j'ai appelées extensions de générosité, qui vont venir devenir justement des endroits où on a un petit marché actuellement, ou une terrasse où les parents peuvent attendre, par exemple. Une autre qui va magnifier l'entrée, qui permet d'accrocher le vélo en arrivant. Et on voit comment, en fait, ce principe architectural va aussi permettre de rénover le bâtiment existant en incluant, en fait, le même type de structure à l'intérieur, en gagnant même un petit peu de place dans les classes. Et on le verra après, pour pouvoir favoriser en fait un autre type de relation, un travail plus informel en fait dans ces zones qui sont gagnées sur la cour. On voit ici justement ces zones complètement ouvertes sur la cour, très lumineuses. On voit ici ce que j'ai appelé les extensions de générosité, on les retrouve. Et une autre qui est à l'usage des enfants, qui est la cabane perchée. À la fois, il y a une entrée pour les petits, qui sont juste là. Les grands, bien sûr, vont très rapidement y grimper. Et bien sûr, c'est connecté avec les éléments de glisse qui sont utilisés juste à l'arrière. Et le quatrième élément, c'est le même, c'est dans la petite bibliothèque, où là, on a en fait l'idée d'avoir les livres pour les petits en bas, les livres pour les grands en haut, puisqu'en fait, c'est une bibliothèque qui n'est pas simplement ouverte pour les enfants, mais pour tout le monde. Et bien sûr, un endroit au centre pour venir se poser pour lire. Voilà un peu ce que ça donne. C'est exactement la même forme que j'utilise à l'extérieur et là à l'intérieur. Et voici ces nouveaux commanditaires. Donc ce petit groupe d'habitants, qui sont parents d'élèves ou pas d'ailleurs, toutes les personnes qui avaient envie de travailler de proposer leur aide pour ce projet, qui ont tenu le projet pendant 7 ans, parce que c'est un projet qui a duré 7 ans, avec plein de phasages. Il a fallu tenir en fait tout ce temps pour arriver à faire le projet, mais un projet qui est vraiment du sur-mesure. L'idée, c'est pas de le copier, c'est pas de le proposer autre part. C'est un projet qui a vraiment été fait pour eux. C'est eux qui l'ont, soutenu. Et c'est un projet qui fédère justement sur le long terme. Alors ce que j'ai oublié de dire, c'est un territoire qui est un peu spécifique du fait de l'exception de ces institutrices, mais aussi c'est un village où on a un tiers d'enfants qui sont en famille. Donc vous comprenez pourquoi l'école est devenue à un moment donné aussi un projet complètement essentiel pour aider les familles aussi à faire cet accueil, puisque souvent ce sont des enfants qui ont aussi un peu des difficultés, mais là, je vous assure qu'en allant dans les classes, je n'ai pas du tout ressenti ça. Donc c'est en quelque sorte une autre façon de voir. Ça, c'est la salle justement de partage. Et puis à l'intérieur, on a donc ces salles de classe où les enfants vous expliquent que c'est eux le chauffage. Et c'est vrai, il n'y a pas d'apport de chauffage. On est dans une construction passive. Et on a en fait donc un sas quand on va arriver. Mais ce sas, il va être utilisé aussi pour d'autres choses. Et puis on va rentrer petit à petit dans les classes. On a d'abord un grand tableau que je voulais très rassembleur, avec comme 2 bras comme ça qui permet de se coincer au centre. Et dans ce tableau, on a bien sûr beaucoup de rangements, parce que l'idée c'était d'évacuer pas mal de rangements. Et on a en fait une zone qui est vraiment utilisable par les enfants. C'est eux qui vont venir chercher leurs papiers, c'est eux qui ont... Puisque l'idée, c'est qu'ils gagnent vraiment en autonomie le plus possible. D'un côté, on a le point d'eau, et de l'autre, le bureau de l'institutrice, qui est vraiment réduit à rien, puisque l'institutrice n'y est presque jamais. C'est juste à un moment donné, elle a quelques dossiers. Et en fait, les enfants savent que c'est là son domaine, et que c'est un domaine plus privé. Donc tout a été fait, bien sûr, spécifiquement.
ces tables qui permettent avec ce joint d'avoir différentes hauteurs, ces chaises qui sont réalisées avec un fabricant local qui fait du mobilier scolaire, mais qui fait du mobilier scolaire en acier. Cette fois-ci, c'était l'idée de lui dire peut-être que de faire, on peut aussi en faire en aluminium, ce qui va permettre d'être beaucoup plus léger et de le manipuler plus facilement. Et je crée en fait cette petite interstice que vous voyez ici pour poser en fait les éléments personnels de l'enfant quand il arrive en classe, les doudous, etc. Et pour qu'il puisse s'approprier en quelque sorte cette assise. Et vous voyez qu'il y a aussi dans le lieu ces systèmes ici qui vont en fait servir à venir se connecter en fait sur ces tables. Et aussi les pots. On a quelque part un mur végétal de pots comme ça avec tous les accessoires. Les enfants, là encore, vont aller chercher eux-mêmes les crayons, etc. Et ces éléments-là permettent en fait de venir faire créer des zones dans l'espace, puisque c'est vraiment comme ça que travaillent les institutrices. Vous savez que c'est une classe multi-âge. Donc en fait, l'idée, c'est de préparer un certain nombre d'activités et les enfants se regroupent par petits comités autour d'activités. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'on ait la possibilité de connecter, de différencier. Je travaille aussi sur ce rangement que j'appelle le rangement de l'autonomie, puisque les enfants, il y a un petit planning et les enfants vont chercher eux-mêmes leurs activités au fur et à mesure de la journée. Et puis je crée ce module que j'appelle le module un peu universel, qui est en fait juste comme un tréteau qui est associé en fait avec une échelle, puisque les institutrices sont vraiment formidables. Elles se saisissent de toutes les opportunités pour faire apprendre différemment et elles interagissent vraiment avec les enfants. L'idée, c'était aussi qu'elles puissent préparer le matin un certain nombre d'activités et pour faciliter justement cette pédagogie active. Donc, ce petit module va fonctionner comme ça, avec des extensions, mais il peut aussi servir comme ça, vous voyez, en espèce de petit laboratoire ou en tout cas de support où on va pouvoir faire une activité à part entière ou comme ça. Donc là, l'institutrice est allée chercher les livres dans la petite bibliothèque à côté avec ce petit support. Elle le pose là, vous voyez, et se recrée cette petite zone particulière pour lire, où les enfants vont lire tout ça. Et vous voyez que c'est dans la zone qui a été gagnée sur la cour, que j'appelle en fait la terrasse intérieure. Voilà, là on est chez les tout petits, donc il y a forcément un endroit pour qu'ils puissent dormir. Le voilà, tout en bois. Et voilà un petit peu comment, même les petits, ils sont très autonomes. Et vous voyez que c'est une école qui est très vivante en fait. L'idée c'est d'avoir plein d'endroits où on peut accrocher les choses, puisque le principe ici est de faire de la pédagogie active, mais aussi d'embarquer les enfants qui sont invités vraiment à pénétrer dans l'école et qui petit à petit aussi vont être dans un autre état d'esprit par rapport à cette idée de transmission. Donc c'est vraiment là quelque chose d'intéressant, puisque l'école devient un outil pour tous. Voilà la préparation de l'ouverture de l'école. Et voilà tout le village qui se regroupe pour l'ouverture avec quelque chose de très émouvant pour moi, puisque les institutrices avaient en fait fait en quelque sorte une petite pièce de théâtre en mimant toutes les possibilités du mobilier, mais à l'extérieur. Ils ont sorti le mobilier et ils ont montré en fait le potentiel du mobilier et comment ça devenait en fait au quotidien quelque chose de très intéressant pour pédagogiquement et pour leur vie dans cette classe. Voilà. Après, je vais juste aller très très vite parce que je sais il reste un quart d'heure et j'aurais aimé répondre aussi à vos questions. Donc je vais aller comme ça très vite dans un autre endroit, puisqu'il y a dans la Meuse, pour vous montrer qu'il se passe des choses incroyables en fait en France, si tant est qu'on ait des organisations qui prennent ce pari de développer les territoires. Ici, on est donc dans la Meuse. Il y a un projet qui s'appelle le Vent des forêts, qui existe depuis 20 ans, qui invite en fait des artistes à venir se poser dans cette petite commune, qui ont uni leur végétal, la forêt. Là, IMEX étant
voilà. Et en fait, le principe, c'est pas du tout de poser des œuvres d'art, c'est plutôt d'inviter en fait des artistes en résidence. Ils vont rester longtemps, ils sont chez l'habitant, et l'habitant, bien sûr, est acteur dans le processus. Il va souvent participer à la création de l'œuvre, qui quelquefois est monumentale, comme vous allez le voir, mais qui va se formaliser de plein d'autres façons. Et il y a toujours en fait la possibilité, les artistes ayant des idées quelquefois très différentes chaque année, de mobiliser sur le territoire tout le monde, puisque tout le monde veut participer à ce Vendée-Forêt qui est devenu en quelque sorte synonyme de dynamisme, mais aussi d'ouverture, puisque les artistes arrivent sur place, ils poussent les marges et tout le monde est là pour en fait participer à bouger ces marges. Voilà, donc des projets complètement différents. De plus en plus internationale. C'est une jeune coréenne qui propose en fait cette œuvre qui est faite avec de la laine de mouton. Et donc là, ça me permet de dire qu'en fait, le statut d'art est complètement différent puisque c'est la forêt qui va choisir si l'œuvre va être pérenne ou si l'œuvre va être juste temporaire. C'est elle qui choisit. C'est pas un statut qu'on va donner a priori. Et je pense que pour les artistes, en quelque sorte aussi, ça invite à être un peu plus humble, parce qu'en fait, leur œuvre, vous voyez, en tout cas, ils ne font pas la même chose que ce qu'ils font d'habitude dans les galeries d'art, ça c'est sûr. Et donc là, petit à petit, il y a une mousse qui va venir se développer sur cette voilà. Il y a aussi une œuvre de des abeilles qui sont invitées, mais cette fois-ci, on ne va pas récolter du tout le miel, puisque l'idée, c'est de réinsérer les abeilles noires. Vous savez qu'en apiculture, il y a eu la même sélection que partout, et donc on a petit à petit favorisé une espèce d'abeille, et l'abeille noire a petit à petit disparu. Donc l'idée, c'est de faire des bunkers. On est tout près de Vernin, donc c'est un clin d'œil aussi à l'histoire du pays. Pour que l'abeille noire puisse se rediffuser. Et moi, j'interviens dans ce domaine-là et on me demande d'aller en fait sur des habitations qui sont expérimentales. L'idée, c'est que dormir dans la forêt, donc on va se promener dans la forêt, mais dormir dans la forêt, c'est une autre dimension. Comment on peut inviter les gens à dormir un peu plus. Donc, plusieurs maisons, mais je vais partir d'un module qui me semble en fait représenter l'échelle humaine. À partir de ce module, je m'amuse à faire un langage. Vous voyez un peu un peu comme le vase d'ailleurs. Vous voyez, je prends la forme, je le module et ça va donner plusieurs typologies. La première typologie étant un nichoir. Vous comprenez que là, l'enjeu, c'est pas de faire un hôtel, c'est de faire plutôt un refuge dans la forêt où on va rester. L'idée, c'est d'être dans d'une structure qui est fabriquée là encore en local avec un petit fabricant de métal et une association de réinsertion pour la menuiserie. Donc ça va prendre du temps, ça va prendre 1 an, des fois même plus pour faire les structures. Mais l'enjeu, il est là. Et voilà comment on vient faire ces petites habitations qui sont moins de 20 mètres carrés de façon à ne pas déposer de permis. On ne veut pas de complexité administrative. Elles peuvent être démontées aussi puisqu'on est dans la forêt. Et petit à petit, voilà, avec ses compagnons aussi, retrouver des façons de faire qu'ils ne connaissent pas. On va construire ces structures. Je passe vite, je suis désolée. Voilà la première. La deuxième s'appelle plus le gland, maintenant elle s'appelle la noisette, puisque les élus avaient un petit sourire en coin quand je parlais de gland. Donc, ils m'ont demandé de le rebaptiser. Et là, l'idée, c'est de travailler aussi, d'embarquer avec nous les chasseurs, parce qu'ils sont toujours exclus des projets artistiques, les chasseurs. Et l'idée, c'est qu'ils ont une connaissance certaine aussi de la forêt. Et sur ce territoire, l'idée d'exclure personne. D'ailleurs, les balades, quand c'est le temps de la chasse, elles sont pas là. Donc, l'idée, c'est de dire que chacun peut profiter de la forêt. Et là, je vais faire en fait une structure avec l'estrade pour pouvoir habiter cet espace de façon plus expérimentale. Toujours la même structure, le même team qui fait la structure. Et puis là, je vais demander en fait à un maître chaumier de venir en fait couvrir, puisque c'est très important d'écouter bien sûr les oiseaux, et le chaume va à la fois donner une qualité thermique, mais à la fois une possibilité de vraiment sentir la forêt quand on dort dans le lieu. Donc voilà à quoi ressemble cette structure qui est faite avec des formes complètement, on va dire, contemporaines, mais qui vient, grâce à ces matériaux, complètement se fondre. Et voilà l'intérieur. Bien sûr, les habitants vont préparer aussi un petit panier pour pouvoir déguster les objets du territoire. J'avance vite. On est en train de finir celle-ci qui s'appelle la chrysalide. Là, on travaille avec l'ONF.
et puis avec l'idée de regarder la biodiversité dans un bois mort. Et là, l'idée, c'est vraiment de regarder le paysage à 360 degrés. On est encore plus expérimental quand on habite, puisqu'à un moment donné, on va habiter sur une plateforme un peu à la japonaise. Et l'idée aussi, c'était bien sûr d'embarquer tout l'artisanat local, enfin, une partie de l'artisanat local, c'est-à-dire quand on vient habiter, on voit aussi que les objets sont faits par les artisans locaux. Donc d'abord ce tabouret, et voilà la collection qui a été montrée en fait à New York, et avec Philippe, qui est un tourneur d'une grande dextérité, avec qui on a fait ce genre de projet. Vous reconnaissez la forme en fait pour le matelas, ça nous réchauffe un petit peu pour la couette. Et en fait, c'est le Carmel de Verdun s'était équipé d'une grande machine comme ça pour coudre. Alors ils font normalement des couvertures toutes droites, hein, des couettes. On propose aussi un petit peu des expérimentations comme marcher avec les sabots, parce que par exemple mes enfants ils sont nés à la ville, ils ne savent pas ce que c'est, et presque quelquefois ils ont un peu tendance à dire que la terre c'est sale. On est dans ce type de relation voilà, avec Colette qui tisse, en fait on fait ses protections. Et puis Georges, il n'est pas tout le temps sur le territoire, mais là il était sur le territoire. On a travaillé en fait des petits supports pour faire sécher les herbes et aussi mettre un petit pain. Et là, en fait, on avait présenté à New York les madeleines de Commercy pour montrer un petit peu notre gastronomie aux États-Unis. Voilà, je vous remercie. On va passer maintenant aux questions. Je suis désolée, il y a beaucoup de bruit.